Nous voici de retour pour cette seconde plénière de la journée pour discuter d'un risque majeur, celui de la responsabilité pénale. Autour de moi, j'aimerais vous présenter rapidement les speakers de cette table ronde. D'abord, Ludovic Malgrin, qui est associé au sein du cabinet White & Case. Il est spécialisé en droit pénal des affaires, à la fois au titre du conseil en gestion du risque pénal dans l'entreprise et en contentieux devant les juridictions pénales et devant l'AMF d'ailleurs. Il représente des entreprises et des institutions financières ainsi que leurs dirigeants confrontés à des procédures d'enquête françaises ou internationales. À sa gauche, Romain Hollard, qui est professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'Université de Poitiers et co-directeur de la clinique juridique de Poitiers. À sa gauche, Maxence Delorme, qui est ancien vice-procureur, chef du parquet économique, financier et commercial du TGI de Nanterre et qui est aujourd'hui directeur de l'instruction et du contentieux des sanctions de l'AMF. Et Philippe Cohen, vice-président, directeur juridique de l'entreprise de Walt Disney Company France. Alors, devait venir Sophie Guéroms, malheureusement, elle n'a pas pu, les aléas de l'événementiel en ces temps de pandémie. Et du coup, on passe sur une plénière très masculine. Merci, messieurs, d'avoir accepté de venir. Alors, rappelons-le, le principe de la responsabilité pénale des personnes morales a été introduit en France en 1994. Au début, le législateur avait posé une limite quant aux infractions susceptibles d'être imputées à une personne morale. Il s'agissait du principe de spécialité, limite qui a finalement été supprimée en 2005. Et depuis, toutes les pièces se sont mises en place pour que la justice pénale gagne en efficacité. On pense par exemple à l'introduction en droit français de la Convention judiciaire d'intérêt public, qui est considérée comme une tendance à faire du droit pénal une matière transactionnelle. Et force est de reconnaître, mais on en reparlera, que depuis le jugement UBS, les entreprises ont intégré qu'elles pouvaient avoir intérêt à négocier avec les autorités de poursuite une CJIP. Rappelons également que le Code pénal précise bien que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des faits. Et dans le cadre d'une infraction intentionnelle, la règle est d'ailleurs plutôt au cumul des poursuites. Mais on va également réaborder plus précisément cette question et voir quelles sont les grandes orientations de politique pénale en ce moment. Pour débuter, j'aimerais d'abord donner la parole à Ludovic, qui va proposer une vue d'ensemble du sujet et qui va permettre de guider nos différentes réflexions pendant cette heure de plénière. Ludovic. Très bien, merci beaucoup. Merci Ondine. Bonsoir à tous. Ravi de pouvoir échanger avec vous sur cette problématique douloureuse de la responsabilité pénale, à la fois de la personne morale et puis des personnes physiques. Pour commencer, je voudrais rappeler que les problématiques de responsabilité de personnes morales, historiquement, sont des sujets de personnes physiques. Ce n'est qu'avec l'introduction de la personne morale qu'on a commencé à se préoccuper de ces sujets. Sur des sujets limités, principe de spécialité, ça sera rappelé par monsieur le professeur notamment, et puis de façon un petit peu plus générale aujourd'hui. De sorte que les procédures ont conduit à des mises en cause à la fois de responsabilité de personnes physiques et puis de responsabilité de personnes morales, et les deux sujets coexistent dans le cadre des procédures judiciaires ou en amont de ces procédures judiciaires. Et je crois que la première question que l'on va évoquer ensemble, sous des prismes différents, moi davantage sous l'angle des prismes des droits de la défense de la personne ou des personnes mises en cause, Maxence Delorme sous l'angle de la problématique des autorités, monsieur le professeur, sur les contraintes de droit, et monsieur Cohen sous nécessairement l'angle du client qui peut être éventuellement mis en cause. Le premier sujet qui nous intéresse et que l'on doit se poser, je pense que c'est celui de la stratégie judiciaire qui doit être menée compte tenu de ces contraintes pour le client. Parce que il y a toute une série de situations qui sont extrêmement différentes au cas par cas
et qui doivent conduire à déterminer justement l'avocat à réaliser cette stratégie, à la conduire. Pour donner quelques exemples, il est certain, et on le voit aujourd'hui, que des groupes peuvent avoir des dirigeants susceptibles d'être mis en cause, et qu'ils ne souhaitent pas, j'ai envie de dire, conduire à ce que ceci soit jugé dans un temps assez court. Ils peuvent avoir, et on le voit d'ailleurs dans des affaires un petit peu récentes, le risque de condamnation d'un dirigeant finalement oblige, pour des questions juridiques, on le verra, ou pour des questions réputationnelles, à retarder en fait l'issue de la procédure parce que ça peut conduire des hommes clés à démissionner. Donc cette stratégie judiciaire, elle doit aussi coller à la situation qui peut être l'objectif du client. Vous avez d'autres groupes, d'autres situations où la stratégie judiciaire justement va être au plus vite tourner la page, en prenant un certain nombre d'initiatives. Alors on le verra, je crois que l'évolution de la procédure pénale a fait que on dispose aujourd'hui de beaucoup plus de moyens pour être proactif et ne pas juste subir la procédure judiciaire pénale comme on la subissait il y a 10 ans. Il y a beaucoup de moyens. Ça peut passer par davantage enquêter, davantage se dénoncer, davantage transiger. Là où encore, il y a quelques années, j'ai envie de dire, les clients subissaient ce risque pénal. Et puis, il y a aussi des contraintes opérationnelles, j'ai envie de dire, qui peuvent gouverner la stratégie judiciaire. Là encore, et on le voit dans le cadre des opérations de M&A avec l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans le cadre des opérations de M&A, forcément, la situation de la cible et l'impact que ça pourrait avoir sur l'investisseur de récupérer dans son champ d'action une société qui aurait un risque pénal n'est pas neutre. Donc le premier sujet, c'est celui de la stratégie judiciaire et avec ces objectifs qui sont celui du client, puisque malheureusement, le fait de pouvoir s'en sortir le plus vite sans aucun risque pénal n'est pas toujours la solution qu'on est certain d'obtenir. Il y a une stratégie à mener avec des outils aujourd'hui qui sont développés. On a l'outil des conventions judiciaires d'intérêt public, des comparutions par reconnaissance de culpabilité. Et puis aussi, voilà, un certain nombre de contraintes qui existent en droit. On parlera sans doute de l'évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le transfert du risque pénal. Aussi peut-être de la portée de la jurisprudence rendue dans l'affaire pétrole-nourriture sur justement le vecteur d'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale. Voilà, c'est de tous ces sujets que l'on parlera sous votre présidence, Ondine. Super, vaste programme. Romain, si on essaye de faire un bref rappel historique de l'évolution de la responsabilité pénale de la personne morale, il y a eu une expansion importante autour des années 2010 avant que des critères plus stricts soient définis. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bonjour à tous avant toute chose, et puis merci pour votre invitation. Je vais commencer par une petite lueur d'espoir, parce que le juriste est celui souvent qui empêche de tourner en rond. Et là, on peut noter ces dernières années un vrai recul de la responsabilité pénale des personnes morales depuis environ 10 ans. Et ça, c'est un point qui me semble devoir être noté. Alors, globalement, pour que la responsabilité des personnes morales puisse être engagée, il faut que 2 conditions soient réunies. La première condition, c'est qu'il faut qu'une infraction soit commise pour le compte de la personne morale et par un organe ou un représentant. Alors on reviendra sans doute sur cette notion d'organe ou de représentant tout à l'heure, notamment dans l'affaire pétrole contre nourriture. Mais traditionnellement, dès lors que l'infraction devait avoir été commise par un organe ou un représentant, il fallait nécessairement que cet organe ou ce représentant, personne physique, soit identifié par les juges du fond. En d'autres termes, on identifiait l'infraction commise par un organe et on l'imputait ensuite, deuxième temps, à la personne morale. Dans les années 2000, en réalité ça commence dans les années 2000, on a un mouvement jurisprudentiel qui est extrêmement fort, qui tente à présumer que l'infraction a été commise par un organe ou un représentant. Et là, on a une formule jurisprudentielle qui est très classique. Il suffit, pour engager la responsabilité de la personne morale, où on va présumer que l'infraction n'a pu être commise que
par l'organe ou le représentant. Donc on va présumer que cette infraction a été commise par un organe ou un représentant sans avoir à l'identifier. L'extension est absolument considérable. Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche plus à savoir qui a commis l'infraction. Même si l'auteur n'est plus identifié, on peut imputer la responsabilité pénale à la personne morale. Ce qui compte, c'est que l'infraction soit commise au sein de l'entreprise dans le cadre de l'activité de la personne morale. Et on le voit, l'extension est absolument considérable. Il y a une forme de dilution de la responsabilité des personnes morales. En réalité, retour à la normale dans les années 2010, 2011, on commence à avoir les premiers arrêts. 2012, 2013, on a des arrêts qui vont dans le même sens. On doit nécessairement identifier très précisément, les juges du fond doivent identifier très précisément quel est l'organe ou le représentant qui a commis l'infraction. Pour la personne morale, c'est un retour à une lecture plus stricte du texte et surtout, ça témoigne d'un vrai recul de la responsabilité des personnes morales. Et ça, c'est un mouvement qui me semble être accompli désormais et qui me semble être absolument stable. Alors aujourd'hui, Ludovic, quel est l'organe ou quel est le représentant qui peut engager la responsabilité pénale de la société ? Alors, si l'on s'en tient à la jurisprudence de la Cour de cassation, j'ai tendance à dire que on a évidemment les organes de droit ou les représentants légaux ou toutes les personnes qui seront identifiées à un stade de responsabilité personnelle comme ayant acté. Il y a eu des développements de la jurisprudence sur le fait de savoir si un employé, si un salarié pouvait engager la responsabilité de la personne morale. Il est certain qu'un délégataire de pouvoir peut engager la responsabilité de la personne morale, mais globalement, chaque employé, on peut dire, alors évidemment, tout dépend un petit peu des infractions, mais il est assez... il n'y a pas énormément de chances de succès de convaincre la Cour de cassation qu'un salarié dûment mandaté dans une action exercée pour le compte de la personne morale ne serait pas de nature à engager celle-ci. Moi, ce que je vois dans aussi ce que vous avez décrit, c'est que peut-être que l'évolution de cette jurisprudence de la Cour de cassation sur l'organe qui est le vecteur de responsabilité, peut-être évitera un certain nombre de poursuites de personnes physiques parce qu'au cours des investigations, on n'ira pas chercher aussi une personne physique dont les autorités seraient également tentées d'attraire la responsabilité aux côtés de celle de la personne morale. Et Romain, vous aviez abordé rapidement cette affaire pétrole contre nourriture, donc 14 mars 2018. Qu'est-ce qui a changé avec cette affaire ? Alors, dans cette affaire, en réalité, c'est une affaire qui est sans doute un petit peu particulière. La Cour de cassation admet qu'un organe collectif, en l'occurrence c'est le comité exécutif, puisse, en raison de la décision de commettre une infraction, des faits de corruption en l'occurrence, qu'une décision collective, prise par un organe collectif, puisse engager la responsabilité de la personne morale. C'est quasiment inédit dans la jurisprudence de la Cour de cassation parce qu'elle était extrêmement réfractaire jusqu'alors à admettre la responsabilité d'une personne morale en raison d'une décision prise par un organe collectif. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas une personne physique identifiée qui commettait l'infraction. Et là, l'extension est assez considérable. Je ne suis pas sûr qu'on puisse en tirer des enseignements parce que cette affaire a été extrêmement médiatisée. Il y avait des enjeux qui étaient extrêmement importants dans cette affaire. Je ne sais pas si on peut en tirer des choses pour l'avenir, mais en tout cas, c'est une extension, là, pour le coup, de la responsabilité des personnes morales, puisqu'on admet, encore une fois, qu'un organe collectif puisse permettre l'engagement de la responsabilité d'une personne morale. Maxence, finalement, l'évolution de la responsabilité pénale de la personne physique et de la personne morale réside aussi dans les mains du procureur qui dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites. Alors là, je vais vous demander de reprendre votre casquette d'ancien vice-procureur du TGI de Nanterre. Est-ce que vous avez constaté différentes périodes quant à l'évolution de la recherche de la responsabilité des personnes physiques ou morales ? Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Voilà. Alors, mon propos sera peut-être un peu détaché des questions strictement juridiques qui ont été évoquées, parce qu'au-delà de ces aspects juridiques qui sont quelles sont les conditions qui permettent la mise en œuvre de l'engagement de la responsabilité de la personne morale, il y a aussi, quand on est du point de vue du procureur et qu'on représente les intérêts de la collectivité, de savoir quel est l'objectif.
Parce que les aspects juridiques qui ont pu évoluer avec le temps, je dirais qu'on les maîtrise. Et ce qui a pu évoluer, pour répondre directement à votre question, c'est une maîtrise progressive de la part des procureurs, au gré également des évolutions de la spécialisation des magistrats. Et donc cette maîtrise a permis davantage de poursuites. La question qui se pose quand vous êtes procureur, donc moi je dirigeais le parquet financier de Nanterre, c'est pourquoi poursuivre une personne morale, pourquoi poursuivre une personne physique, pourquoi poursuivre les deux. Après, vous avez éventuellement des obstacles d'ordre juridique, c'est du cas par cas, mais tout de même la question que vous devez vous poser, c'est dans quel cadre je me positionne, quel est mon objectif. Je crois quand même ce qu'on peut dire, ce qui a permis la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale, c'est au-delà des personnes individuellement identifiées, c'est de saisir dans le cadre judiciaire des pratiques qui sont des pratiques d'entreprise. Et à cet égard, il est assez notable que certaines infractions de la sphère économique et financière ne sont quasiment jamais utilisées pour mettre en cause des personnes morales. Je pense à la délinquance astucieuse. Vous avez très peu de poursuites de personnes morales pour des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance, y compris commis au sein de l'entreprise. En réalité, en règle générale, ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont les victimes des escroqueries ou des abus de confiance. Et inversement, vous avez des champs infractionnels qui sont privilégiés en matière de responsabilité des personnes morales. Alors, je pense aux faits de corruption, on l'évoquera, j'imagine, dans le reste de cette table ronde, mais je pense au quotidien à des infractions qui sont beaucoup plus massivement mises en œuvre, à des infractions en matière d'hygiène et de sécurité, de droit du travail, également de droit de la consommation, donc dans des contentieux qui sont, je dirais, au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc le procureur, ce qu'il regarde, c'est, j'ai face à moi systématiquement des comportements qui sont commis par des personnes physiques, par construction. Mais au-delà de cela, est-ce qu'il y a un enjeu, je dirais, collectif, à ce que ce soit la personne morale qui soit visée et qui, par la suite, ait le cas échéant à modifier ses pratiques. Donc je crois que cette dimension-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a le débat juridique, mais il y a aussi cet aspect-là. Et je crois que ce que l'on peut dire, c'est qu'au fil du temps, pour là encore rebondir sur vos propos, il y a eu, je pense, un travail qui a été fait par les procureurs d'avoir une approche pragmatique et juste du choix de la mise en cause de la responsabilité de la personne physique ou de la responsabilité de la personne morale. De mon point de vue, l'instauration de la CEGIP, même si c'est un outil qui a été beaucoup mis en lumière à travers les affaires de corruption, qu'on a beaucoup insisté là-dessus, ce qu'il faut quand même voir sur le plan juridique, c'est que c'est un outil qui est strictement réservé aux personnes morales. Et à cet égard, c'est tout de même le signe que la responsabilité des personnes morales est arrivée à un niveau de maturité qui, aujourd'hui, permet aux législateurs d'estimer devoir mettre en place des outils strictement réservés à ces personnes morales. Et je crois que c'est l'un des débats du jour. Est-ce qu'il faut les étendre aux personnes physiques ? Merci. Avant de passer sur ce sujet, je donne la parole à Philippe, puisque vous êtes le représentant de l'entreprise de cette table ronde. Est-ce que vous avez, vous aussi, constaté l'accroissement de cette mise en jeu de la responsabilité pénale de l'entreprise ? Merci d'abord de nous avoir collectivement invités. Alors, lorsque vous dites que je représente l'entreprise, j'ai un drôle de sentiment à cette table ronde devant l'avocat, l'académie et l'ex-procureur d'être un prévenu potentiel qui comparaît libre encore. Et j'attends une levée d'écrou bientôt. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est marrant, c'est un peu comme une moue courte qu'on est en train de faire. Un peu le sentiment qu'on a dès lors qu'on aborde n'importe quel dossier en France, c'est le fait qu'il y a l'agitation de cette sanction vis-à-vis des dirigeants, personnes physiques, qui finalement est le levier absolu, alors même que dans une appréhension moderne de la compréhension de l'entreprise, de sa place dans le monde, aujourd'hui, ce qui marque une entreprise, c'est pas tant
la menace que les dirigeants, qui sont tellement difficiles à identifier lorsqu'on sait le côté matriciel des prises de décision. Alors, je veux parler d'un film concurrent, ce qui vous montre toute mon indépendance, qui s'appelle Matrix, qui va sortir bientôt en Reloaded. Mais Matrix, c'est un peu notre histoire. C'est-à-dire que bravo aux procureurs qui, comme vous l'avez dit, travaillent avec justesse, vous avez dit, et granularité, arrivent à trouver ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à trouver, c'est-à-dire qui a pris une décision et comment. Pourquoi ? Parce que le principe dans n'importe quelle entreprise mature aujourd'hui, ça va être qu'une prise de décision, pour qu'elle soit valable au sein de l'entreprise, elle va être forcément complexe, matricielle et collégiale. Et je rajouterai, et c'est un sujet que je pratique beaucoup, et y compris avec un grand nombre des entreprises qui investissent en France et qui sont aussi membres de nos associations de juristes, c'est le fait que beaucoup de nos entreprises sont des filiales régionales ou locales de groupes où la décision, ou la vraie décision, je dirais, elle est en général prise au-delà d'un océan. Et donc, les personnes qui vont être appréhendables sur le territoire de la République, eh bien, ce sont par définition celles et ceux qui n'ont pas vraiment pris la décision, mais qui vont se voir agiter la menace absolue, qui est pourtant pour l'entreprise bien moins un repoussoir que la menace liée à la réputation dont vous avez parlé plus tôt. Donc, par souci de modernité, puisque vous posez la question, savoir comment est-ce que est appréhendé le sujet côté entreprise, on attendrait à ce qu'il y ait une mise à jour par rapport à ces phénomènes-là, à cette grille de lecture-ci, pour permettre de pouvoir faire un travail avec la justice qui soit en phase avec la réalité de l'entreprise, dans le souci, c'est un sujet sur lequel on s'est rencontrés récemment, de l'attractivité aussi de la France comme place d'investissement. Parce que ce sujet, qui est le sujet de notre table ronde, a un rôle clé dans la capacité pour notre pays d'être une place sur l'attractivité de l'investissement. Et lorsqu'on va investir dans tel ou tel pays d'Europe, par exemple, on va aujourd'hui clairement faire un choix aussi lié au sujet de notre panel. Et à ce panel, comme dans la salle, d'ailleurs, je dirais que pour que notre travail puisse être fait sur comment est-ce qu'on fait remonter dans la culture juridique de l'entreprise le principe de la conformité, pour éviter même que ce débat ait lieu dans l'entreprise ou devant un tribunal, eh bien c'est de pouvoir aussi impliquer non seulement les directeurs juridiques qui sont présents ici, non seulement les juristes et les avocats, mais on dit, le propos c'est à quand, dans cette assemblée, dans cette audience, 50% de dirigeants non juristes qui seraient intéressés par le sujet dont on est en train de parler, et qui ferait que cette éducation pourrait avoir lieu. Et je finirai juste avec un mot, parce que je vois le point levé, ce qui veut dire non pas que le tché arrive, mais que pour être intervenu à différentes reprises à l'ENM, j'ai toujours été fracassé par l'image et la place de l'entreprise dans les programmes de l'ENM. Les choses sont en train de changer. C'est un embryon de changement. On est très très loin du compte, mais les seules références qu'il y avait il y a encore 3 ans à l'ENM de l'entreprise, c'était le crime sophistiqué. C'est-à-dire que lorsque vous enseignez ou lorsque vous intervenez pour l'entreprise, auprès de ces tout jeunes juristes, à qui on n'a pas voulu montrer d'autres aquariums que celui de l'université suivi directement de l'ENM, étant donné l'âge limite pour s'y inscrire, le seul contact et la seule vision qu'ils ont de l'entreprise, c'est le crime, mais sophistiqué. Et il n'y a pas d'autres cours, en tout cas il y a 3 ans, c'est assez récent, j'espère que tout a évidemment changé avec Madame Gnoret, mais pour présenter la logique même de la prise de décision dans l'entreprise, en fait, c'est une fraude, mais d'un super niveau. En fait. Ludovic. Oui, juste un mot. Vous parliez effectivement de cette nécessaire pédagogie vis-à-vis des autorités, ne serait-ce que pour expliquer la structure d'un groupe international. Alors là, ça me parle, j'ai très présent un certain nombre d'auditions récentes où il s'agissait d'expliquer quelque part que
le mandataire légal en France de la structure française répondait à une chaîne hiérarchique avec un patron Europe, un patron américain, et qu'il n'était là que pour décider et mettre en place ce qui était une politique décidée par l'actionnaire à 100% de la société dont il était en charge. Et difficile de faire comprendre qu'à la fois il était aux manœuvres en France et le représentant légal, mais que pour autant, sur ce sujet, il ne faisait que appliquer les instructions et qu'il ne s'agissait pas là d'obstacles de fait ou de droit mis spontanément ou délibérément par l'entreprise pour faire échec à la recherche de la responsabilité pénale. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup de pédagogie, ne serait-ce que pour expliquer que il n'a pas la qualité de responsable pénal à supposer qu'il y ait une infraction pénale dans ce sujet-là. Pour parler un peu anticipation des risques, Ludovic, c'est quoi la meilleure organisation pour parer ce risque pénal et comment est-ce qu'on concilie le risque pénal de la personne morale avec celui des personnes physiques dirigeantes? Alors, vaste question en quelques minutes. Non, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de choses à faire. J'ai en mémoire ce qui a été fait dans le secteur bancaire en matière de lutte contre le blanchiment, en matière de cartographie des risques, ensuite décliné dans le secteur industriel en matière de lutte contre la corruption. Je pense que l'identification dans les groupes de tout ce qui peut être source de risque pénal est indispensable. Il y a derrière cela une nécessaire information et formation de l'ensemble des personnes qui parfois découvrent, parce qu'ils ne sont pas juristes, des sphères de réglementation avec un risque pénal à la clé. Et comme de fait, ils exercent ces responsabilités, ils les assument. Et le fait de leur rappeler, de les informer, conduit à une prise de conscience et sans doute à une veille qui conduit à moins de situations de risque. Donc je pense que cet effort de cartographie, d'identification de risques, de formation, d'information, on a beaucoup parlé des sujets de délégation de pouvoir, mais la question de la délégation de pouvoir, évidemment, conduit le délégataire à prendre conscience des missions qui sont les siennes, et puis conduit nécessairement, on l'a vu dans beaucoup de groupes, au sein de beaucoup de groupes au travers de ces séminaires, à la prise en compte de ce qu'ils sont aussi un vecteur de responsabilité de la personne morale qui est leur employeur, et donc que ce n'est pas qu'un sujet de responsabilité personnelle pour eux, c'est un sujet de responsabilité personnelle pour eux, donc ils doivent mener, j'ai envie de dire, toutes les diligences nécessaires, mais c'est un sujet d'entreprise, parce que au travers de ce vecteur, il y a un risque pour la personne morale, et le risque pour la personne morale, c'est pas qu'un risque financier aujourd'hui. Je crois que le risque réputationnel pour les personnes morales, il est juste considérable. On en parlera tout à l'heure. Il y a dans les rapports avec les banquiers, avec les partenaires commerciaux, avec les clients, avec le marché, vraiment un très grand souci. Donc, oui, au travers de ces exercices de cartographie, de délégation, de formation, d'information, j'ai envie de dire de déclinaison de programmes de conformité, matière à essayer, en tout cas, de mettre en place une structure qui a identifié le risque et informé les responsables pénaux. Ça peut aussi être confortable aussi pour le directeur juridique ou la direction de la compliance de justifier un jour, s'il y a un sujet pour la personne morale, que cet effort a été fait, que la tolérance zéro a été faite. Et puis, évidemment, lorsque il y a des sujets ou des allégations, ne pas en rester là et conduire les enquêtes qui doivent être faites, ou ne pas les conduire si les autorités judiciaires sont déjà en ordre de marche. Là encore, il y a beaucoup de au cas par cas et de stratégies à conduire en fonction de la situation et des risques. Romain, pour prévenir le risque pour les dirigeants, c'est quoi? La solution, c'est la délégation de pouvoir?
au maximum? Ouais, en tout cas, c'est le mode d'exonération de la responsabilité pénale le plus sûr et le plus certain. Quelques mots donc sur la responsabilité du dirigeant avant de venir sur la délégation de pouvoir, si vous le voulez bien. La responsabilité qui pèse sur le dirigeant d'entreprise, la responsabilité pénale, elle est extrêmement prégnante. C'est un régime qui est extrêmement sévère. Pourquoi ? Parce que la jurisprudence conçoit le chef d'entreprise, le dirigeant, comme le garant de la réglementation au sein de son entreprise. Donc au fond, dès lors que la réglementation, dès lors que la loi n'a pas été respectée au sein de la structure qu'il dirige, on va considérer qu'il a mal utilisé ses pouvoirs. Et donc au fond, le seul fait qu'une infraction soit commise au sein de sa structure établit en soi sa faute personnelle qui va permettre d'engager sa responsabilité pénale. Et on le voit, la logique est presque implacable. Commission d'une infraction au sein de l'entreprise égale de façon quasi systématique engagement de la responsabilité du dirigeant, personne physique. Et en réalité, il sera extrêmement difficile pour lui de rapporter la preuve du fait qu'il n'a pas commis de faute, qu'il a mis en œuvre tous les moyens pour éviter la survenance de l'infraction. Donc c'est un mode d'exonération, l'absence de faute, qui est quasiment inerte aujourd'hui. En réalité, le seul mode d'exonération qui est vraiment efficace et qui est efficace dans toutes les hypothèses, c'est la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, ça repose sur un postulat qui est très simple. La responsabilité au sein de l'entreprise pèse sur celui qui détient les pouvoirs au sein de la structure. En principe, cette responsabilité pèse sur le dirigeant, sauf qu'il peut déléguer ses pouvoirs à un salarié délégataire, et cette délégation de pouvoir, ce transfert de pouvoir équivaut à un transfert de responsabilité. Alors, au fond, c'est le seul mode absolument certain d'exonération de la responsabilité, je le répète, c'est une technique de répartition de la charge des risques au sein de l'entreprise. C'est un mode de gouvernance des entreprises qui permet de dispatcher en quelque sorte le risque au sein de l'entreprise. Alors évidemment, il y a des conditions pour que cette délégation soit efficace. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que le salarié délégataire il soit doté des compétences nécessaires, de l'expérience, de la formation adéquate pour accomplir sa mission. Il faut qu'il soit doté de l'autorité nécessaire pour se faire obéir de la part des salariés, des autres salariés. Et il faut qu'il dispose de moyens nécessaires, financiers, humains, pour accomplir correctement sa mission. Voilà pour les conditions principales de la délégation de pouvoir, mais même s'il y en a d'autres qui sont un peu plus techniques. Je pense que vous visiez surtout les sujets et les délits non intentionnels. Oui, bien sûr. Oui. Essentiellement, la réglementation en matière de droit du travail, vous en parliez, monsieur, à l'instant, où là, la responsabilité du chef d'entreprise est quasiment automatique. Dès lors que la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité n'est pas respectée au sein d'entreprise, on va rechercher la responsabilité du dirigeant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, on a un texte dans le Code du travail, c'est un petit peu technique, mais qui vient désigner formellement l'employeur, c'est-à-dire le dirigeant, comme débiteur de ses obligations de sécurité pénalement sanctionnées. Si la règle de sécurité n'a pas été respectée, on va l'imputer directement au dirigeant en sa qualité d'employeur, parce que c'est lui qui détient le pouvoir pour mettre en place ces règles de sécurité au sein de sa structure. La responsabilité est quasiment automatique, et en réalité, ça repose sur un postulat qui me paraît finalement assez injuste. Pourquoi ? Parce que, au fond, ce qu'on reproche au chef d'entreprise, c'est le fait de ne pas avoir surveillé correctement l'activité de ses salariés. Et ça, c'est un peu injuste parce que le chef d'entreprise, et notamment dans les grandes structures, on en parlait tout à l'heure, il ne peut pas être derrière chacun de ses salariés, et ça, c'est totalement irréaliste. La jurisprudence est extrêmement sévère en la matière, parce qu'elle nous dit, dans les grands groupes, en réalité, certes, le chef d'entreprise ne peut pas vérifier concrètement, individuellement, l'activité de ses salariés, de chacun de ses salariés. Il n'empêche que dans ce cas-là, il lui appartient de déléguer son activité de contrôle de ses salariés. Et s'il ne délègue pas, ça établit une faute personnelle qui, là encore, permet d'engager sa responsabilité pénale. Et là, on le voit, la responsabilité, elle est presque implacable en la matière, en tout cas en matière d'hygiène et de sécurité, parce qu'on ne peut pas raisonner de la même manière en toute matière. Je le concède bien volontiers. En termes de stratégie pénale à mettre en œuvre, Philippe, comment l'entreprise décide-t-elle de négocier avec les autorités de poursuite ou s'orienter vers un procès que je dirais classique, j'appellerais classique? On ne sait même plus comment l'appeler maintenant, mais... Je reste encore convaincu que la vision du droit, parce que vous exprimez la vision du droit, c'est un peu hibernatus, quand même. Je suis désolé pour les références cinématographiques, mais il faut absolument amener, voir tout, que Matrix puisse être vu par tous les profs de droit pénal, parce que la description verticale, triangulaire, pyramidale que vous décrivez, avec le télétravail, c'est intéressant au niveau archéologique, mais
Mais ce n'est pas vraiment la réalité de la practice des personnes qui vous font face. Et ce n'est pas de votre faute. Je me permets simplement une remarque très rapide. C'est qu'en fait, moi, j'essaye simplement de décrire l'état de la jurisprudence qui est très clairement celui-ci, en tout cas en certaines matières. Alors, j'entends bien que ce ne soit pas audible pour vous au regard de la structure complexe de certaines entreprises. Et je crois que la Cour de cassation ne prend pas forcément toujours très bien ça en compte, même s'il y a des vraies évolutions, à mon sens, et peut-être qu'on pourra en dire quelques mots. Voilà, je voulais juste simplement replacer le prisme dans lequel je me suis placé. Je l'ai dit d'une manière introductive pour vous disculper à 100%. No offense, comme on dit chez vous. Donc, pour votre question, qui consiste à dire à quel moment est-ce qu'on arbitre, en fait, comment on décide entre poursuivre ou négocier, transiger ou concilier. Alors, c'est intéressant que vous me le dites, parce que dans le même moment, je reçois un mail, et je ne pense pas être le seul dans la salle, me disant que la plateforme des tiers conciliateurs est fermée. Fermée puisque, alors, non pas parce que la pandémie est fermée, mais parce que le projet n'a pas non plus eu le succès qu'il aurait pu ou dû avoir. Pourquoi ? Parce que l'approche de conciliation, l'approche de transaction en France n'est pas encore, ça fait longtemps qu'on le dit, n'est pas encore dans la culture locale. Pourquoi ? Parce que c'est pas toujours facile, par exemple, et je vais dire les choses un peu crûment, mais de convaincre les avocats de passer par une solution qui soit négociée. Alors, lorsqu'on parle d'une négociation, maintenant avec la justice, puisque c'est le sujet plus central de votre question, alors, on va vous faire une réponse de Normand. Je sais qu'il y a un Havrais dans la salle que j'ai rencontré tout à l'heure. Mais c'est évident que c'est lié aux caractéristiques de chaque dossier. Lorsque vous avez en main, en tant que directeur juridique, un dossier que vous savez essentiellement gagnant, il serait de mauvaise gestion que d'aller concéder, parce qu'à partir du moment, même si on ne reconnaît pas les faits qui vous sont reprochés, il y a une forme de concession, y compris aussi dans la communication de cette négociation, puisque si vous acceptez une négociation, c'est que vous reconnaissez que l'issue aurait pu être fatale, éventuellement, en cas d'un jugement. Donc, lorsqu'un dossier montre des atours gagnants, et il y en a, on serait de meilleure inspiration que de ne pas vouloir rentrer en voie de négociation. Ensuite, les autres critères qui font que la négociation est attractive, ce sont lesquels ? C'est la difficulté ou le poids ou la charge mentale, comme on dit en droit social, qui est causée par le fait de gérer du contentieux pénal qui est très, on va dire, anxiogène pour l'entreprise, surtout pour les entreprises étrangères qui ont beaucoup de mal à comprendre cette dimension locale qui, pour nous, est un petit peu comme M. Jourdain, on fait ça comme on respire, et le risque pénal fait partie de l'air ambiant qu'on hume. Ce n'est pas du tout l'approche anglo-saxonne, où dès lors qu'un dossier passe au pénal, c'est que vraiment vous êtes en très mauvaise posture et vous pouvez être condamné jusqu'à 300 ans de prison, donc c'est un peu long. Et donc on se dit qu'il faut absolument éviter cela, surtout avec le coût induit. Donc il y a la réputation, la difficulté de gestion, et puis un sujet un peu plus prosaïque, qui est le sujet parfois capricieux, parfois changeant avec le temps et les exercices sociaux, qui est lorsque votre directeur financier vous dit « cette provision, elle m'ennuie ». Puisqu'il y a toujours aussi un volet amende, évidemment, qu'il faut provisionner. En plus, si la provision est importante, quelqu'un qui est un peu affûté, il saura la trouver dans les comptes. Et donc, finalement, le sujet, avec la réputation, demeure à peu près le même. Parce qu'avec un bon journaliste, il peut arriver à peut-être identifier dans certaines annexes quelle est la provision que vous avez prise, qui finalement est une forme d'accès à votre intimité. Et donc, c'est toute cette grille de champ de l'analyse que l'on va étudier et qui change au cours du temps. C'est-à-dire qu'une analyse donnée, 12 mois après, peut être parfaitement inversée parce que l'air du temps, parce que Covid, parce que changement de directeur financier, parce que ce que vous voulez, et parce que aussi changement d'une politique.
On peut très bien, à un moment donné, dire écoutez, on passe en phase de purge aujourd'hui, tous les litiges à moins de 500 000 € doivent être transigés, ce qui est aussi une possibilité. Ludovic. Oui, c'est un peu ce que j'évoquais au début en parlant des objectifs qui sont les vôtres et qui sont ceux du client. Et enfin, je pense que c'est d'abord le client qui conduit cette stratégie et que l'avocat, même s'il participe à l'identification des risques, voilà, il doit tout faire pour conduire ce qui est la stratégie du client, qui peut être évidemment celle de négocier, quoi. Maintenant, ce que vous avez dit est très juste et ça se retrouve à l'audience. L'existence d'une provision passée à un instant T, voilà, risque de revenir. Et les contraintes qui sont celles d'un management à une époque, à un instant T, voilà, on voit nécessairement qu'elles évoluent avec un nouveau management. Il y a une vraie stratégie d'entreprise qui doit être très clairement celle soit de tourner la page, soit de se mettre immédiatement en conformité, ou soit celle, comme on a pu le voir dans certaines situations, de avant tout continuer les opérations, de gérer les risques lorsqu'ils arriveront, mais ne pas forcément préempter sur ce sujet-là, qui risque de causer avec certitude, à l'inverse, l'absence de certitude d'une issue judiciaire défavorable, voilà, un préjudice. Alors, à ce propos, il y a eu un arrêt important, 25 novembre 2021. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce que ça change dans les faits? Alors, dans les faits, je laisserai monsieur le professeur nous donner en détail la portée juridique. Simplement, dans les faits, et précisément dans le cadre des opérations corporate ou de M&A, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à une cible et que cette cible fait l'objet soit d'une enquête, soit d'un contentieux en cours qui a conduit à une condamnation pénale, par exemple, en première instance, voilà, on se trouve dans une situation où il y aura une forme de transposition, d'héritage du passif pénal de cette entreprise qui marquera, j'ai envie de dire, peut-être à la fois les comptes, peut-être à la fois les liens commerciaux, les liens avec les partenaires, qui marquera l'image. Moi, j'ai vu des groupes abandonner aujourd'hui le projet qui était le leur de s'intéresser à une cible parce que une enquête en cours qui porte sur cette cible risque de conduire, en cas de condamnation, à la fois à la condamnation de ces dirigeants aussi qui sont poursuivis et qui sont des hommes clés dans le dispositif dont on a nécessairement besoin, et en cas de condamnation, par l'effet, j'ai envie de dire, des exclusions de droits qui sont prévues à des exclusions de marché public. Donc, on ne s'intéresse plus du coup à la cible, alors que ça pouvait constituer à un instant un vrai projet de développement. Et on le savait, même si la jurisprudence de la Cour de cassation avait réservé le cas de la fraude, qu'il y avait des moyens de ne pas récupérer éventuellement ce passif pénal. Donc d'un point de vue opérationnel, voilà, je crois que c'est important pour le développement des activités de nos clients, c'est pas neutre. D'un point de vue juridique, ça impose, je le crois, davantage de diligence sur les cibles. Ça, c'est très clair. J'ai envie de dire, en amont de l'opération, et une fois qu'on est à la tête de la cible, si jamais on a décidé effectivement de conduire l'opération à terme, on a un sujet pénal à régler. Et peut-être que là, pour le coup, le sujet pénal à régler, il doit conduire à prendre l'initiative de conclure un accord avec les autorités pour au plus vite tourner la page, au plus vite marquer justement la différence avec l'histoire de cette précédente entreprise. Donc voilà, l'évolution de cette jurisprudence, je crois que dans les faits, elle est très importante dans le droit des affaires. Après cet arrêt, donc c'est un revirement de jurisprudence, mais finalement il était attendu, parce que la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est mise en adéquation avec la position européenne. Il interroge quand même parce que, notamment quant à l'article 6 du CPP, je rappelle, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu.
Alors, on comprend avec cet arrêt que la comparaison faite entre la dissolution d'une personne morale et le décès d'une personne physique est plus possible, finalement. Romain? Oui, c'est exactement ça. Effectivement, peut-être pour tout le monde, l'effet de cet arrêt, au fond, on a une fusion-absorption, et en réalité, la société absorbée commet une infraction pénale avant l'opération de restructuration. Et en réalité, la Chambre criminelle, dans cette affaire, nous dit on peut décider d'engager la responsabilité de la société absorbante au regard de l'infraction qui a été commise par la société absorbée. Alors, moi, en tant qu'universitaire, cette décision, elle est absolument terrible au plan des principes, parce que ça revient à renier un grand principe de notre droit pénal, c'est le principe de la responsabilité du fait personnel. Ici, la société absorbante est déclarée pénalement responsable en raison d'une infraction commise par une autre personne qu'elle-même, la société absorbée. Moi, je voudrais simplement relativiser peut-être la portée de cette décision, parce qu'en réalité, ce que la Chambre criminelle met à la charge de la société absorbante, c'est simplement une peine patrimoniale, c'est-à-dire une amende. Alors, simplement, c'est pas rien, mais en tout cas, il ne serait pas question de mettre d'autres peines à la charge de la société absorbante, et ça, la Chambre criminelle a bien pris le soin de limiter la portée de sa décision. En d'autres termes, la société absorbante ne pourrait pas être dissoute, bien évidemment, en raison d'infractions commises par une autre personne qu'elle. On ne pourrait pas réaliser une fermeture d'établissement, etc. Est-ce que c'est si surprenant? Je ne sais pas. Alors, regardez, les principes du droit pénal, c'est très gênant. Est-ce que c'est si surprenant? En droit commercial, hein, on met bien les dettes de la société absorbée à la charge de la société absorbante. Si on considère l'amende comme une dette qui figure au passif du patrimoine de la société absorbée, peut-être qu'on peut la mettre à la charge de la société absorbante. Ça avait déjà été décidé, vous l'avez dit, en droit européen, par la CJUE en 2015. Au fond, hein, la mécanique est plus commerciale que pénale, avec une idée très simple. En cas de fusion-absorption, il y a une transmission universelle du patrimoine. C'est tout le patrimoine qui est transmis, l'actif, certes, mais également le passif. Et si on considère que l'amende est considérée comme un élément de passif, peut-être mérite-t-il d'être transmis à la société absorbante. Moi, la solution ne me surprend pas tant que ça. Il y a eu de grandes envolées à l'encontre de cette décision. Moi, je la comprends du point de vue purement patrimonial et limité de ce point de vue strictement patrimonial. Peut-être que vous pourrez en dire quelques mots, parce que je crois que l'AMF avait déjà posé cette solution. Oui, moi, je rejoins ce propos sur la logique successorale, c'est-à-dire que l'entreprise absorbante reprend l'actif et le passif. C'est quand même des notions que l'on connaît. Alors, pas en droit pénal, mais je crois qu'en droit civil, c'est tout de même au cœur de notre droit des successions. Et à cet égard, ce n'est pas franchement nouveau. Je ne vous rejoins pas quand vous dites que la Chambre criminelle s'est assise sur les principes de notre droit pénal. Je crois au contraire que il y a là encore, et pour moi cet arrêt fait écho à la CJIP, il y a là encore, je pense, une étape nouvelle franchie dans la réflexion et dans la prise en compte de la responsabilité de la personne morale comme une notion juridique autonome. Lorsqu'on a créé la responsabilité de la personne morale, ça a beaucoup choqué. Pourquoi ? Parce qu'on donnait la responsabilité pénale des personnes morales, parce qu'on faisait poser sur une personne qui n'est pas vivante, une entité juridique, une responsabilité qui jusque-là pesait sur des personnes conscientes de leurs faits et gestes. Il n'y a pas de responsabilité pénale des animaux. Bon. Ça a beaucoup choqué à l'époque. Et pourquoi ? Parce qu'on était dans une logique totalement fictive, considérant qu'on traitait la personne morale comme une personne physique. Et on lui appliquait les mêmes principes que vous avez évoqués, qui sont des principes qui ont été forgés il y a bien longtemps sur le caractère humain des personnes qu'on a face à nous. Moi, je dirais que là, on a franchi une étape. Avec les CJIP, en créant un outil spécifique à la personne morale, parce que la personne morale n'est pas une personne physique et qu'elle ne relève pas de la même logique à bien des égards. Et avec cet arrêt, parce que, là encore, on a considéré que la vision individualiste fondée sur la personne n'était finalement pas transposable totalement et qu'il fallait adapter de manière pragmatique l'approche qu'on en avait. Alors oui, vous l'avez dit, l'AMF, dans sa jurisprudence, la commission des sanctions, et ça fait déjà plusieurs années, a une approche qui est celle-là,
qui est effectivement conforme à celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui considère que la responsabilité, alors ne prenons pas le terme de responsabilité, mais que les sanctions peuvent être imputées à la société absorbante. Et là encore, dans le même cadre qui est celui fixé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, uniquement pour les sanctions pécuniaires. Hein. Ça ne vaut pas pour les interdictions professionnelles, par exemple. Cela ne vaut que pour les sanctions pécuniaires. En matière pénale, cela ne vaut que pour les amendes et les confiscations. Ça ne pourrait s'appliquer à des sanctions d'une autre nature. Donc, la commission des sanctions, effectivement, de l'AMF avait intégré cette logique, alors même qu'on est dans un champ quasi pénal. L'article 6 s'applique devant la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Et donc, le pas avait déjà été franchi, mais je dirais depuis déjà un moment, aussi parce que la commission des sanctions, dans la jurisprudence de la commission des sanctions, il y a évidemment une logique de droit pénal qui s'applique, mais pas que. Il y a aussi une logique de droit commercial, de droit administratif, et que cet ensemble permet aussi à sa jurisprudence je dirais, d'être plus innovante à certains égards. Maxence, gardez votre micro parce que je posais tout à l'heure la question à Philippe, comment est-ce que l'entreprise décide de négocier ou de partir vers un procès classique, mais est-ce que finalement, est-ce qu'elle a le choix? Alors, jusqu'à une époque récente, elle ne l'avait pas, même si les discussions de couloir dans les juridictions existent, et pas uniquement entre magistrats, avec les avocats, bien évidemment, et depuis toujours. Et donc, les choses pouvaient se traiter de cette manière. Mais sur le plan juridique, il y a tout de même quelque chose qui est très nouveau, c'est effectivement l'entrée de la négociation au sein du tribunal. C'est arrivé avec la CRPC dont on a parlé, mais qui est une forme, je dirais, peu aboutie de la transaction, car les conséquences sont celles d'une condamnation pénale. Et puis, il y a la CJIP, qui effectivement est tout de même une forme de révolution, hein, il faut le dire. Donc, aujourd'hui, et je vais prendre l'exemple que j'ai connu à Nanterre, puisqu'à Nanterre, donc en 2017, nous avions négocié et conclu 3 conventions dans une affaire de corruption. Eh bien, ce sont les entreprises qui ont tapé à notre porte. Alors, à l'époque, la CJIP venait d'entrer en vigueur, et c'était dans le cadre d'un dossier qui était à l'instruction, donc qui avait été mené par un juge d'instruction, et nous étions, après la fin des investigations, à quelques mois du procès, les entreprises ont tapé à notre porte, et nous avons ouvert des négociations de cette manière. Alors, de manière plus générale, on peut imaginer aussi que c'est le procureur qui prend le parti de s'adresser à l'entreprise. Mais en tout cas, l'expérience a montré que les entreprises pouvaient elles-mêmes, spontanément, trouver un intérêt à cette négociation. Bien évidemment, c'était le tout début, donc beaucoup de craintes, et notamment sur les conséquences en cas d'échec, puisqu'un procès allait se tenir. Il y avait d'autres personnes mises en examen. Mais en tout cas, ce que cette expérience a montré, c'est qu'on n'en est pas tout de même à la transaction en droit des affaires, qui est tout de même un outil très, très utilisé et très pratiqué. Le cadre est quand même beaucoup plus contraignant. La culture n'est pas celle des affaires. Et puis, nous sommes quand même dans le cadre judiciaire. Mais il y a eu beaucoup d'avancées. Je crois que les procureurs, que ce soit au parquet national financier, bien évidemment, mais aussi en dehors, ont vraiment joué le jeu. Et qu'un dialogue assez constructif et assez simple s'est noué, en tout cas dans l'expérience que j'en ai, et sur les 4 négociations qui ont été ouvertes, 3 ont abouti, et avec des PME. Et ce qui est aussi pour moi un élément important, le PNF a traité avec des entités beaucoup plus grosses, mais ce que moi j'ai tiré de cette expérience, c'est que, et on en parlera peut-être si le temps nous le permet, mais c'est que la CJIP, ce n'est pas que l'outil du CAC 40. C'est aussi potentiellement l'outil de petites entreprises qui peuvent y trouver leur intérêt. En l'espèce, c'est une affaire de corruption. Les entreprises concernées avaient dans leur business de répondre à des appels d'offres, et que pour eux, la condamnation, la sanction pénale pour des faits de corruption allait potentiellement signer leur arrêt de mort. Donc la CJIP avait cet intérêt
de ne pas emporter reconnaissance de culpabilité et de leur permettre de poursuivre leur activité. Alors après, on le rappelle, la CJIP n'est pas encore ouverte aux personnes physiques. Comment est-ce qu'on articule cette justice négociée avec les poursuites finalement qui persistent contre les personnes physiques, Ludovic ? On l'articule très mal. Justement, souvent en matière pénale, on a tendance à dire qu'il n'y a pas forcément de conflit d'intérêts entre la défense de la personne physique et la défense de la personne morale. La personne morale étant attraite, j'ai envie de dire, parce que l'infraction a été commise pour son compte, ce qui est souvent le cas par un organe non représentant, on l'a dit. Et c'est assez voué à l'échec pour la personne morale de venir forcément accabler la personne physique. Si la personne physique s'en sort, je schématise évidemment, et la personne morale s'en sort mieux. Là, je parle, j'ai envie de dire, de l'origine de la procédure. Si jamais des poursuites ont été intentées à l'encontre des personnes physiques et des personnes morales, voilà, l'affaire Bolloré a montré qu'à la suite de la non-homologation par le tribunal, finalement, la défense de la personne physique était très, très impactée par les termes de ce qui aurait été reconnu pour la personne morale. Et là, j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, on est dans la pire des configurations pour la personne physique. Alors, voilà, en interne, au sein de l'entreprise, forcément, il y a un instant à coordonner, j'ai envie de dire, à ne pas nécessairement sacrifier certaines personnes physiques au bénéfice de la personne morale. Voilà, c'est très compliqué à gérer. Tout ça doit s'articuler et le plus en amont, j'ai envie de dire, parce qu'une fois que les personnes physiques sont poursuivies ou sont renvoyées, cela complique leur défense. On parle quand même de plus en plus d'ouvrir la CJIP aux personnes physiques. Maxence, vous en pensez quoi, vous ? Je confirme que pour moi, le sujet de la responsabilité de la personne physique dans le cadre d'une négociation d'une CJIP est le sujet le plus épineux. Je rejoins Ludovic sur le fait que les situations peuvent être assez variées. Et nous avons eu le cas, puisque à Nanterre, pour une société, la société avait été rachetée, et donc les dirigeants n'étaient plus dans la société, et ils étaient attraits devant le tribunal, puisqu'ils avaient été mis en examen. Notre cadre juridique est un peu particulier, parce que les gens avaient été mis en examen, donc je dirais que les choses avaient été posées. Mais pour la personne morale, ça n'a pas posé de problème de négocier, puisque de toute façon, elle pouvait reconnaître les faits. Dans le cadre de la CJIP, ça n'avait pas d'impact sur la défense des personnes physiques avec lesquelles elles n'étaient plus liées. À l'opposé, on a eu une situation qui a abouti à un échec des négociations parce que précisément les dirigeants étaient mis en examen, toujours au sein de l'entreprise, et qui avaient cette crainte de reconnaître les faits d'un côté et de les contester de l'autre. Et c'est là-dessus que ça a chopé. Alors la question, c'est est-ce qu'il faut faire évoluer le texte et l'ouvrir à la CRPC ? Alors moi, je suis assez hésitant, à vrai dire. Je suis plutôt défavorable, même si je pense que des évolutions seront nécessaires, mais voilà, à voir. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'affaire qui a été citée par Ludovic, si demain, les personnes physiques sont dans la CJIP, je ne pense pas que ça aidera à faire valider des CJIP. Parce que ce qui a été refusé, c'est une CRPC, avec reconnaissance de culpabilité et inscription au casier. Et ça a été refusé. Si demain, ce n'est pas une CRPC dont la personne bénéficie, mais d'une CJIP, les refus seront beaucoup plus massifs. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, une façon de le régler, c'est de prendre les risques, ou c'est de revoir, je dirais, la procédure. Est-ce que le rôle du juge est le bon aujourd'hui ? Le rôle du juge, c'est celui qui valide, qui homologue selon les termes, selon la CRPDC, selon la CJIP, et qui statue sur le bien fondé de l'accord, et donc qui descend assez loin dans son analyse, qui ne fait pas qu'une analyse de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne fait pas qu'une analyse du respect des délais, des règles procédurales, mais qui regarde aussi, en quelque sorte, le bien fondé. On a eu le débat récemment à l'AMF
le sujet s'est posé dans les mêmes termes, et le Conseil d'État a considéré que le juge, la commission des sanctions, avait, sur les transactions de l'AMF, le pouvoir de s'assurer de leur bien fondé, en quelque sorte. Et finalement, quasiment d'arriver sur le terrain de l'opportunité des poursuites. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Mais on voit bien que pour qu'on fasse une évolution de la loi à cet égard, il faut tenir compte aussi de cet aspect très concret qui est, au bout du compte, à quoi ça aboutit. Voilà. Par ailleurs, moi, j'ai encore une réflexion plus de principe cette fois, qui est que la CJIP a été créée pour la corruption. Corruption, quelques autres infractions, etc. Avec un objet très limité, finalement. C'est faire en sorte qu'au niveau international, les entreprises ne soient pas mises dans une situation de déloyauté, enfin de concurrence déloyale à l'égard d'autres acteurs, qu'elles puissent répondre à leurs autorités plutôt qu'à celles à l'étranger, etc. Si aujourd'hui vous étendez la CJIP à d'autres infractions, vous en faites un élément de droit commun, que vous en faites profiter également les personnes physiques, ça pose aussi une question d'équilibre avec l'ensemble des autres outils. C'est tout de même un outil très puissant qui déjà, sur le principe, ne va pas de soi, puisque la corruption, c'est quand même des faits très graves, mais on fait bénéficier les entreprises de cette chance, en quelque sorte. En faire bénéficier également les personnes physiques, voire étendre la CJIP à d'autres infractions, ça remettra sur la table, je pense, le sujet du principe même de cet outil qui a été conçu avec un objet très limité, et donc sur son acceptabilité sociale et, pour reprendre ce cas récent, son acceptabilité par les magistrats qui le manipulent. Romain, votre avis ? Non, je souscris parfaitement à tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement attirer l'attention sur un point. Il me semble que cette affaire Bolloré, elle peut être catastrophique pour la CJIP. C'est un très bel outil, la CJIP, et vous l'avez parfaitement décrit. Moi, la question que je me pose à la suite de l'arrêt Bolloré, donc je rappelle, la CJIP est conclue pour la personne morale et la CRPC, justice négociée pour la personne physique du dirigeant, est refusée, elle n'est pas validée par le magistrat du siège, de sorte que la personne physique du dirigeant est renvoyée devant le tribunal correctionnel. La question que je me pose, c'est demain, quel dirigeant acceptera de conclure une CJIP en sachant que derrière, des poursuites peuvent être engagées contre lui en sa qualité de personne physique. En sachant que des poursuites peuvent être engagées et en sachant en plus que, et vous en avez dit un mot tout à l'heure, en sachant que les éléments obtenus au cours de la CJIP pourront peut-être être utilisés contre lui, il n'y a pas de reconnaissance de culpabilité, mais il y a tout de même reconnaissance des faits, dans le cadre de la procédure des poursuites qui seront engagées contre lui. Moi, je suis avocat, et là, je serais curieux d'entendre les avocats sur ce point, mais est-ce qu'on conseille aux dirigeants de signer une CJIP ? Et je me demande si cette décision, elle n'est pas finalement assez catastrophique. Il me semble qu'il y aurait une solution. Vous avez pointé du doigt les difficultés qu'il pourrait y avoir à inclure les personnes physiques dans le cadre de la procédure CJIP, et je vous suis parfaitement. Il y aurait peut-être une autre possibilité pour la loi. Ce serait de solidariser CJIP d'un côté et CRPC de l'autre. En d'autres termes, si on ouvre des négociations avec une personne morale pour la CJIP, on doit en parallèle nécessairement ouvrir une négociation avec la personne physique du dirigeant, CRPC ou composition pénale par exemple. Ça, c'est dans l'ouverture, solidarité dans l'ouverture et puis solidarité dans la conclusion de ces deux procédures. Ça veut dire qu'au fond, le juge, il n'aurait qu'une option. Soit il valide l'ensemble, et CJIP et CRPC, soit au contraire, il refuse de valider ces deux procédures et il décide de renvoyer tout le monde devant le tribunal correctionnel, et la personne physique et la personne morale. Et il me semble que au fond, il s'agirait de faire un package global, CJIP pour les personnes morales et CRPC pour les personnes physiques. Et il me semble que la méthode est peut-être la bonne si on ne veut pas que les dirigeants se désintéressent de ce bel outil qui a été créé, qu'est la CJIP. Philippe. Alors moi, je dirais que quand on bundle, on perd des clients. Parce que en faisant... moi, je trouve ça très, très intéressant, la proposition du professeur Rolla. Mais c'est un élément qui va dissuader, finalement, qu'il y ait plus de justice négociée. Si l'un entraînant l'autre, finalement, les enjeux sont encore plus forts. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire juste un pas de côté pour
pour rappeler aussi ce qui se passe dans les domaines connexes, parce qu'on parle du droit pénal pur. La notion de négociation, elle est pratiquée depuis assez longtemps dans d'autres domaines, en matière fiscale, en matière de droit de la concurrence, en matière douanière. Et ça me paraît difficile aujourd'hui de siloter les solutions sur la justice négociée avec une solution fiscale, une solution pénale, une solution douanière, une solution concurrence. Et j'ose croire que si réforme il y a, il faut absolument qu'elle soit unifiante et non pas continuer de siloter notre système juridique. Je vous en prie. Et alors, je ne suis pas assez expert pour trancher entre les avis et de savoir aussi à quel niveau est-ce qu'il faut prendre en compte la sensibilité des magistrats, ce que je trouve très original comme critère de décision pour savoir si une réforme est positive. Je ne suis pas sûr que ce soit le critère principal, mais c'est un critère. Mais ça me paraît tellement inéquitable aujourd'hui d'avoir un régime qui soit plus favorable pour les personnes morales que pour les personnes physiques. J'ai l'impression qu'on inverse finalement les valeurs de notre humanité. Bon, normalement, on s'intéresse d'abord à la justice des hommes avant de s'intéresser à la justice des entités. En termes de ce qu'est l'esprit de la justice, s'il y a une possibilité qui en plus se développe beaucoup à l'international. Et ce que j'aimerais, c'est que lorsqu'on envisage justement de faire des évolutions ou des réformes, qu'on puisse le faire en droit comparé, puisque c'est aussi notre inspiration, et éviter aussi que notre système soit à la traîne des autres nations, alors même que dans le monde anglo-saxon, pour être très précis, la transaction, y compris pour les personnes physiques avec l'avocat général et le parquet, est de longue date pratiquée avec succès dans l'intérêt de l'ensemble des parties. Et puis, pour répondre aussi à votre question sur de savoir mais comment est-ce qu'une décision peut être prise par un dirigeant qui engage la personne morale pour une justice qui soit négociée, et donc avec ce barrage qui est fait vis-à-vis du dirigeant personne physique, ma crainte est qu'il y ait deux camps. Il y a le camp des personnes morales qui prennent une décision sur une négociation parce que le dirigeant est encore en place. Et le deuxième camp, c'est que le dirigeant est parti et finalement il sert de fusible et on s'en fiche complètement de savoir si il peut croupir en prison ou pas. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans certains dossiers que je ne citerai pas ici. Et vous avez aussi parlé à un moment donné des incitations et désincitations liées à l'exposition pénale. Il y a même aussi non seulement des cibles qui sont abandonnées ou changées, mais des territoires également qui peuvent être abandonnés ou changés pour éviter justement cette surexposition pénale. Et je finirai par une chose, c'est qu'il y a une vraie sanction dont on n'a pas parlé. C'est la sanction derrière la sanction réputationnelle qui consiste à prendre en compte toutes les notations des entreprises qui vont mettre dans leur grille de notation et de scoring l'existence ou pas d'une reconnaissance, d'une condamnation ou d'une transaction, qui peut d'ailleurs être prise comme une notation positive, puisque ça prouve aussi que l'entreprise est capable de pouvoir partiellement reconnaître une culpabilité, une responsabilité sociale. Et la vraie sanction, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi le désinvestissement qui émanerait d'un scoring négatif de l'entreprise? Maxence, dernière question. Dernière question, oui, Ludovic. Les directeurs juridiques sont souvent convoqués par les juges d'instruction. Or, ils n'ont aucune immunité, ni aucun secret professionnel en France. Hein. C'est quand même un sujet. Qu'est-ce que vous leur conseillez dans ce cadre ? Oui, vous avez raison de rappeler cette tendance. Les juges d'instruction ont très vite compris qu'il y avait, en convoquant le directeur juridique, un accès à l'information ou à la réalité des faits, voire à un schéma intentionnel qui procéderait d'une violation de la loi, ne serait-ce qu'en les interrogeant. En matière pénale, on a toujours tendance à dire qu'il ne faut rien écrire.
Donc ça, c'est la pétition de principe, très difficile à mettre en place au sein d'une direction juridique qui est tenue précisément de répondre aux questions et de donner des instructions, j'ai envie de dire, sur le risque de violation de la loi. Donc voilà, il faut juste être très prudent, très facile à dire de ma place. Je pense surtout qu'il ne faut pas... sur les sujets sensibles, il faut mieux en discuter, c'est certain, plutôt que de diffuser des courriers dont on sait qu'ils peuvent être très facilement appréhendés voilà, par des salariés, par des autorités. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas de secret professionnel au sein des directions juridiques, ce qui complique évidemment la tâche de tout le monde. Donc voilà, éviter d'écrire sur les sujets très sensibles. Surtout lorsqu'un sujet apparaît, éviter d'écrire quelques mois ou quelques années plus tard sur ce qui serait l'opinion de ce qu'on n'en a pas eu à connaître, parce que là encore, ce sont des sujets qui peuvent réapparaître dans les dossiers, on l'a vu, voilà, des opinions d'un nouveau directeur juridique ou d'un nouveau directeur de la compliance sur un sujet qui apparaît et qui sont... et là, on a envie de dire qu'on construit a posteriori, mais de parfaite bonne foi. Mais voilà, la prudence conduit à ne pas porter d'opinion sur ces sujets-là. Et forcément, sur les sujets un petit peu sensibles, à essayer d'externaliser le plus possible avec cette relation qui reste protégée avec les cabinets d'avocats. Philippe, vous me disiez quand on préparait que finalement le directeur juridique, c'est celui qui prenait des balles pour l'entreprise. En tout cas, c'est celui qui met son corps entre les balles et l'arme. C'est pour ça qu'on a besoin de boucliers entraînés également sur le plan de la déontologie. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes interrogé dans une enquête en directeur juridique, la première question qu'on doit se poser, c'est à quel titre ? Dans la mesure où on explique et on encourage tous les directeurs juridiques à avoir une place au COMEX, à être secrétaires généraux. Donc, à quel titre est-ce qu'on est interrogé ? C'est à nous aussi, dans notre practice, dans notre exercice, de savoir faire une différence. Vous parlez des de résister, et de résister. Et de résister, et puis savoir aussi clarifier le rôle et l'angle. Parce qu'une personne, c'est pas un monolithe. C'est-à-dire qu'on a une capacité sur une même journée à avoir plusieurs rôles, y compris lorsqu'on siège dans différents comités de direction. Et ça fait partie de cette difficulté. Donc ça, c'est aussi un entraînement qu'on se doit, nous, en tant qu'association de juristes, de continuer continuellement de fournir en tant que formation pour savoir faire le distinguo de qu'est-ce que l'on dit à quel titre et en tant que quoi et à tel moment, puisque au jour où l'enquête arrive, il faudra pouvoir refaire l'histoire, dérouler et déplier à quel titre est-ce qu'on aura exprimé une opinion, une idée, qui n'est pas forcément une opinion, mais qui peut être une codécision également. Donc, et tout ça, ce sont des sujets qui sont passionnants, mais je crois que ça mériterait encore un autre débat qui empiète aussi sur la place de notre déontologie. Messieurs, je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Merci pour ces échanges fructueux et instructifs sur un sujet qui était quand même délicat. Et je crois qu'on peut tous les applaudir. Merci, Andine.